Cinquième et dernière question qui porte sur la situation en Catalogne, situation qui s'envenime. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Alors c'est un sujet dont j'ai parlé depuis maintenant de nombreux mois et j'ai fait une conférence à laquelle je renvoie les personnes qui ne la connaîtraient pas, qui est une conférence qui s'appelle sur les euro-régions, que j'avais faite déjà depuis plusieurs années. Je l'avais notamment faite à Namur, je crois. Elle est en ligne sur Internet. Elle date depuis plusieurs années. En réalité, malheureusement, tout ce que j'annonçais est en train de se produire. C'est-à-dire que les autorités de Barcelone, les autorités catalanes foncent vers l'organisation d'un référendum sur l'indépendance, entre guillemets, de la région Catalogne dans le cadre de l'UE. Et naturellement, et comme je l'avais annoncé également depuis plusieurs années, le gouvernement espagnol ne peut pas tolérer ça, parce que c'est contraire à la constitution du Royaume d'Espagne, et que l'armée espagnole, notamment, a juré, lorsque les militaires prennent leurs fonctions, lorsqu'ils entrent dans l'armée, ils jurent de défendre jusqu'à la mort l'unité de l'Espagne. On a donc un télescopage qui se produit entre des légitimités différentes. Il y a également des références politiques différentes. Et puis l'Europe là-dedans qui joue le facteur de désintégration. C'est ça le problème qui se pose. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, ce référendum doit avoir lieu dimanche prochain, donc le 1er octobre. Et normalement, on ne sait pas où ça va. Alors, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement de Madrid a laissé s'envenimer la situation, et puis il a tapé du poing sur la table, probablement d'ailleurs sur la pression de la haute hiérarchie militaire espagnole. Il faut faire très attention à ce qui se passe en Espagne. C'est un pays, je rappelle quand même à ceux qui l'auraient oublié, je n'arrive pas à le croire, mais tout est possible, que c'est un pays qui a connu une guerre civile atroce dans les années 30, en 1936. C'est un pays, alors qui n'a pas la même histoire que la France. On a souvent parlé des Espagnes. Mais ça veut dire que le gouvernement de Mariano Rajoy a pris des mesures de plus en plus coercitives. Alors, aux dernières nouvelles, il a fait poser des scellés sur toute une série de bureaux de vote. Il fait en sorte d'interdire, ils ont envoyé 10 000 soldats et forces de la police, de la garde civile espagnole en Catalogne. La police, il y a quelques heures, à l'heure même où j'allais commencer à parler, la police a commencé à prévenir par des messages Twitter la population qu'il risquait d'y avoir des troubles. Et donc, il est très probable que dimanche prochain, il va y avoir des troubles en Catalogne. Il y a 700 maires qui avaient prévu d'organiser le référendum qui ont été interdits, auxquels on a interdit, on les a menacés de les mettre en prison. Des scellés ont été mis sur les bureaux de vote, je le disais. A contrario, il y a des lycéens qui sont manipulés par des forces obscures qui ont décidé de se mettre en grève générale parce qu'ils veulent organiser le référendum. Enfin, tout ceci est en train de s'envenimer et de dégénérer. J'espère pour l'Espagne, j'espère pour nos amis espagnols, que raison va être gardée, mais on ne sait pas, parce qu'il peut très bien y avoir aussi derrière tout ça des agents provocateurs. Est-ce qu'on imagine ce qui se passerait si, à l'occasion de ces troubles qu'il va y avoir dimanche, il y avait des manifestations, des agents provocateurs, et puis que ça se termine par des blessés, voire 1 ou 2 morts? C'est l'ensemble de la société espagnole, de l'unité de l'Espagne qui est en jeu. Et donc, je rappelle que le point nodal de tout ceci, c'est la politique des euro-régions, et c'est également la charte des langues régionales et minoritaires que le gouvernement espagnol a signée puis ratifiée bien hâtivement. Je rappelle que la France a signé cette charte mais n'a jamais ratifié cette charte parce que en France, il faudrait reconnaître l'existence de plus de 60 langues régionales. Or, je ne suis pas contre les langues régionales. Les gens peuvent bien entendu apprendre des langues, mais à partir du moment où on donne un statut officiel à une langue, à partir du moment où on dit en Catalogne, il faut absolument que les Catalans apprennent le catalan, il s'est pas produit inexorablement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que de plus en plus, la langue espagnole est bannie de Catalogne. Et puis, dans la mesure où on donne de plus en plus de pouvoir aux régions en disant vous devez directement traiter avec Bruxelles, eh bien, il y a un moment à partir duquel, eh bien, le président de la Généralité de Catalogne se verrait bien président de la République catalane. C'est un péril mortel pour les nations d'Europe qui ont parfois 1000 ans d'âge. Je l'ai dit, je suis le seul sur la scène politique française à le dire. Ne croyez pas que cette menace ne menace pas la France. Il y a un risque, parce qu'il y a des forces qui sont derrière, de désintégration de l'unité nationale française. Le département des Pyrénées-Orientales, que revendiquera d'ailleurs une éventuelle Catalogne indépendante, il le revendique déjà.
Allez sur Wikipédia, voyez ce qu'ils appellent Catalonia Nord, c'est-à-dire le département des Pyrénées-Orientales. Ils veulent revenir sur le traité des Pyrénées qui avait été conclu par Mazarin en 1658, je crois, de mémoire. Pareil pour la Corse, pareil pour le Pays Basque, pareil pour la Bretagne, pareil pour l'Alsace, etc. C'est le démembrement de la République. Et le pire de tout ça, c'est que les gens qui croient que c'est un mouvement de libération font fausse route d'une façon tragique. Parce que dans tous ces mouvements, il s'agit de devenir indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Les Catalans disent, nous, on est d'une région plus riche, on ne veut pas payer pour les régions plus pauvres de l'Espagne, par exemple dans l'Estrémadure ou la vieille Castille. D'abord, c'est pas très sympathique comme mouvement spontané. Dire on est riche, on n'a pas envie de donner pour nos compatriotes qui sont pauvres, c'est exactement comme si la France, dans l'Île-de-France, on disait écoutez, on n'a pas envie de payer pour les Corses ou de payer pour l'Auvergne. Il y avait Raymond Barre, il y a jadis, qui avait fait d'ailleurs scandale en France en disant que la Corse coûtait, je sais plus, il avait dit 9 milliards de francs à l'époque à la collectivité nationale. C'était un scandale. En France, il n'y a pas de peuple corse. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs invalidé un projet de loi du temps de Jospin qui parlait de peuple corse. Il n'y a pas de peuple breton. Il n'y a pas de peuple catalan. Il n'y a pas de peuple... comment dirais-je, basque, il n'y a pas de peuple alsacien, de même qu'il n'y a pas de peuple maghrébin, marocain, sénégalais. La France ne reconnaît aucune communauté, la France, elle reconnaît le peuple français. Et d'ailleurs, j'ai souvent eu l'occasion de le souligner, j'en profite pour le rappeler, que c'est quoi un breton? Moi, j'ai un de mes 4 grands-parents qui étaient bretons-bretonnants de Côte-d'Armor, enfin des Côtes du Nord, comme on disait à l'époque. Suis-je breton? Mes 3 autres grands-parents viennent du Tarn, de Haute-Saône, et celui dont je porte le nom, mon grand-père paternel, c'était du Loiret, du centre de la France. Je suis quoi, moi? Est-ce qu'il va falloir un jour, par exemple en Catalogne, comment c'est quoi un Catalan d'ailleurs en Catalogne? Quelqu'un dont les 2 parents, par exemple, sont nés à Barcelone, catalan, et dont les deux autres grands-parents, il y en a un qui vient de Galice, un dernier qui vient de l'Andalousie. Il est quoi? Va-t-il falloir bâtir des lois, comme les lois de Nuremberg des nazis, vous savez, à partir de 1935, il y avait des lois qui avaient été édictées à Nuremberg, des lois raciales, qui disaient ce qu'était un juif. Il fallait avoir 3 ou je ne sais plus combien de grands-parents juifs pour être juif. Si vous n'en aviez qu'un, vous n'étiez pas juif. Est-ce que c'est la même chose qu'il va falloir faire? Tout ceci sent très mauvais, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et avec courage, parce que moi, j'ai du courage, et je dis tout ceci, ce qui se cache derrière, c'est la démolition d'un État comme la République française qui est capable de résister au rouleau compresseur anglo-américain. Imaginez, que Dieu nous en garde, imaginez ce que serait l'éclatement de la République française, ce que deviendrait une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, une Corse indépendante, une Wallonie indépendante, les Flandres, etc., indépendants dans le cadre de l'Union européenne. Les Catalans, d'ailleurs, s'ils devenaient indépendants, d'abord, ils ne seraient pas dans l'Union européenne, et pour y rentrer, il faudrait l'accord de l'Espagne qui refuserait. Mais la solidarité, au lieu de l'exercer avec l'Extrémadure, ils l'exerceraient avec la Roumanie, la Bulgarie. Et de toute façon, toutes leurs décisions seraient prises par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington. Croyez-moi, nous devons nous serrer les rangs. Comme sous la Révolution française, la France ne connaît qu'un seul peuple, le peuple français. Nous devons revenir aux fondamentaux de notre histoire nationale, de notre solidarité nationale, liberté, égalité entre tous les Français, fraternité entre tous les habitants de la République française. Cet entretien d'actualité est sur le point de s'achever. Alors, avant de conclure, avant le mot de la fin, avez-vous d'autres sujets à aborder? J'ai beaucoup parlé, je ne veux pas abuser. D'autant plus que maintenant, vous avez vu que sur notre site, nous avons une revue de presse hebdomadaire qui est assez appréciée, donc où on donne la liste d'un certain nombre de faits qui ont pu vous échapper. Alors, je ne vais pas commenter toute l'actualité, mais là, il y avait un certain nombre de points sur lesquels je tenais à m'exprimer. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous vous savez que tous les mercredis, j'enregistre l'entretien d'actualité qui est diffusé dans les 48 heures suivantes. Et puis le mercredi suivant, c'est un direct avec nos adhérents. Vous avez vu que là, j'ai remis la cravate pour l'entretien d'actualité. Peut-être que je la retirerai de nouveau pour le direct. Il y a eu des réactions. Il y a eu à la fois des gens qui ont trouvé ça formidable, d'autres qui m'ont critiqué. Finalement, il faut tout pour faire un monde.
Je voudrais terminer en insistant sur le fait qu'il faut absolument que ceux que ça intéresse réservent leur journée du 18 et 19 novembre, donc c'est dans un peu moins de 2 mois, où nous tiendrons le samedi 18 novembre l'université d'automne, d'automne, et le 19 novembre, le congrès, notre 4e congrès de l'UPR. Tout ceci se tiendra en Indre-et-Loire. Notez-le, il va y avoir beaucoup de monde. Nous aurons quelques surprises. On aura des tables rondes qui seront tout à fait intéressantes. Il y aura des surprises pour tout le monde. Et puis c'est surtout pour tous les adhérents de l'UPR un merveilleux moment pour se retrouver tous en commun, découvrir qu'il y a des centaines et même maintenant des milliers d'adhérents de l'UPR et que notre mouvement, que cela plaise ou ne plaise pas, est encore en train de grimper en nombre d'adhérents, en notoriété et en influence sur la scène politique française. Vive la République et vive la France. Ayez confiance. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.